Enfin, la Coupe Stanley a été soulevée, ce qui veut dire que les rumeurs de transactions et les plus grands fantasmes de plusieurs partisans vont devenir réalité. Ou pas. Quoi qu'il en soit, oh, qu'il y a des belles histoires à se mettre sous la dent et qui s'en viennent. Mais lesquelles sont les plus savoureuses et les plus possibles d'arriver? What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Enfin, les séries éliminatoires sont terminées. En tout cas, je parle pour moi parce que la finale de la Coupe Stanley a beau avoir été le fun sur la glace. Moi, elle m'intéressait pas. Mais si c'était votre cas, c'est bien correct. On va maintenant avoir droit très rapidement à du mouvement dans la Ligue nationale de hockey. À quel point ça va être rapide? Ben, le temps va nous le dire, mais sachez que l'an dernier, ça a pris moins de 24 heures avant qu'il y ait une première transaction dans la Ligue nationale de hockey. Bon, oui, c'est un salary dump, mais quand même. Et moins d'une semaine avant qu'une première transaction d'envergure, celle de Trevor Zegras qui était passé des Ducks d'Anaheim aux Flyers de Philadelphie, ait lieu. Est-ce que ça va être la même chose cette année? Est-ce que rapidement, il y a des gros noms qui vont bouger? Dylan Larkin a demandé une transaction. Darnell Nurse veut quitter les Oilers d'Edmonton. Est-ce que Darnell Nurse, ça serait une grosse transaction? Ben, en tout cas, dans les livres comptables, oui, ça serait une grosse transaction. Bref, à quel point ça va se passer vite, à quel point il va y avoir des gros noms. C'est cette deuxième partie-là qui est particulièrement intéressante cette année. À peu près tous les analystes, les insiders, beaucoup de gens entourant la Ligue nationale de hockey s'attendent pas juste à du mouvement cet été. On s'attend à des gros noms qui soient transigés. Que ces noms-là soient gros ou pas, j'ai décidé de concocter ma liste de joueurs et de leur destination que je veux le plus voir dans les prochaines semaines. Contrairement aux deux plus récents épisodes que vous pouvez écouter sur la chaîne, celui où j'allais de ma liste les plus intéressants au poste de centre pour le Canadien de Montréal, les joueurs les plus intéressants à l'aile et en défense pour le Canadien. Cette liste n'est pas vraiment basée sur des rumeurs tangibles ou des scénarios concrets. Là, on est strictement dans ce que je veux voir comme partisan de hockey. Certains de ces mouvements de personnel-là sont tout à fait réalistes, certains sont un peu plus farfelus, et le dernier est celui qui va vous faire le plus jaser. Et je vais être honnête, c'est pas tant quelque chose que je veux voir. Je veux dire, oui, je voudrais le voir, mais mon constat, c'est que c'est quelque chose que vous voulez voir à la suite des commentaires sur mes deux plus récents épisodes. Donc, sans plus tarder, les 8 mouvements de personnel que je veux le plus voir cet été dans la Ligue nationale de hockey. Et là, ils sont pas dans l'ordre parce que, honnêtement, Connor Hellebuyck avec les Oilers d'Edmonton, c'est peut-être le mouvement de personnel que je voudrais le plus voir. Bon, là, il y a plusieurs personnes qui s'attendent à voir Connor Hellebuyck prendre la direction des Panthers de la Floride parce qu'on dirait que c'est un petit peu inévitable que Connor Hellebuyck prenne la direction des Panthers de la Floride. Et honnêtement, maudit que ça me ferait suer. Puis ça a de l'allure, Hellebuyck avec les Panthers de la Floride. Pourquoi? Ben, ils sauveraient de l'argent, pouvez-vous croire? Les Panthers de la Floride sauveraient de l'argent sur Sergei Bobrovsky s'ils faisaient l'acquisition de Connor Hellebuyck. Est-ce qu'ils peuvent utiliser le premier choix au repêchage qu'ils ont pour faire l'acquisition d'Hellebuyck? J'en ai aucune idée, mais moi, c'est pas ça que je veux voir. Je voudrais le voir avec les Oilers d'Edmonton. D'abord, pourquoi Connor Hellebuyck, un mouvement de personnel? Ben, il a été très clair, Hellebuyck. Lors de son point de presse de fin de saison, lui, il s'est engagé à long terme avec les Jets de Winnipeg parce qu'il croyait aux chances d'ici la fin de sa carrière à cette équipe-là d'aspirer à une Coupe Stanley. Ça, pour être bien honnête, c'était naïf de sa part, mais regarde, respect au gars, pour être 100% honnête. Et, ben, moi, personnellement, j'y crois pas à une conquête des Jets de Winnipeg dans ce qui reste de la carrière de Connor Hellebuyck. Je veux dire, il a 33 ans. Il est à un âge où, oui, peut-être qu'effectivement, il y a encore 5-6 belles années devant lui, mais peut-être qu'il en reste 2, peut-être qu'il en reste une. On ne le sait pas. Peu importe. À l'heure actuelle, le Connor Hellebuyck version 2026, même si cette saison a été plus difficile pour lui après avoir gagné le titre de joueur le plus utile de la Ligue nationale de hockey en 2025, 8,5 millions pour Connor Hellebuyck, ça demeure toute une aubaine. Pourquoi, en ce qui me concerne, je veux le voir avec les Oilers d'Edmonton? Ben, peut-être que vous vous souvenez, peut-être que vous aviez écouté mon épisode de l'hiver dernier lorsque les Oilers d'Edmonton ont fait l'acquisition de Tristan Jarry en retour, entre autres, de petit Stuart Skinner.
ma prise de position, mon opinion là-dessus était que les Oilers faisaient du surplace parce que t'échanges Skinner contre Jarry, deux gardiens qui sont, à mon avis, au mieux équivalents. 4,30 sous pour une pièce. Quand je dis qu'ils sont équivalents, je ne veux pas dire que je les trouve aussi bons l'un que l'autre ou quoi que ce soit, ou qui ont le même CV. Non, c'est que ce sont deux gardiens que je considère qui sont dans le même calibre. C'est-à-dire, idéalement, des très très bons numéro 2 ou des 1B qui, des fois, jouent très très bien et qui donnent l'impression d'être des vrais numéro 1, mais n'en sont pas un. On a gagé sur le fait du côté des Oilers que Tristan Jarry avait un très bon début de saison et que ça allait se poursuivre avec nous. Non! Les Oilers d'Edmonton, t'as besoin d'un vrai top dog. T'as besoin d'un Connor Hellebuyck. Un gars que s'il arrive et il ne performe pas, t'auras pas le choix de dire « Man, c'est le système en avant de lui qui crash, c'est pas le gardien. » Connor Hellebuyck qui débarque avec Edmonton, avec peut-être une défense revampée, avec une équipe qui se commet, qui embarque plus dans un système qui a plus d'allure défensivement, avec un Connor McDavid encore dans son prime, avec un Leon Draisaitl encore dans son prime, j'y crois. Les Oilers d'Edmonton, c'est une formation qui a besoin que son gardien fasse quelques arrêts clés en série, qu'il soit capable jusqu'à la toute fin de lui gagner des matchs à haut pointage, quitte à ce que ça se fasse jusqu'en finale de la Coupe Stanley. On vient d'avoir une preuve qu'une finale de la Coupe Stanley à haut pointage, ça peut jouer. Ça vient de se faire entre les Golden Knights de Vegas et les Hurricanes à Caroline. Swap les Golden Knights pour les Oilers dans cette série-là. C'est encore une série à haut pointage. Tu as besoin d'un gardien qui te fait les arrêts clés et Connor Hellebuyck peut définitivement être ça pour les Oilers d'Edmonton. Pourquoi j'y crois maintenant à une transaction de Connor Hellebuyck avec les Oilers d'Edmonton? Deux raisons. La première, on va tenter de se départir du contrat de Darnell Nurse. Et il y a un monde dans lequel c'est possible pour les Oilers de se départir du contrat de Darnell Nurse sans retenir de son salaire. Il y a des jeunes formations peut-être qui vont vouloir d'un vétéran comme ça, que le 9 quelques millions de Darnell Nurse ne va pas les déranger. Après ça, par contre, il faudrait qu'ils acceptent d'aller à une jeune équipe comme ça. Darnell Nurse qui a une clause de non-mouvement complète. Ça, c'est un. Et deux, le fameux facteur américain avec Connor Hellebuyck, il a déjà accepté de prolonger au Canada. Il a accepté de prolonger à Winnipeg, d'où Jésus. Pour lui, de passer de Winnipeg à Edmonton, puis la possibilité d'aller jouer avec Connor McDavid, j'y crois. Je pense que c'est quelque chose qui est possible pour Connor Hellebuyck. Et c'est là que j'aimerais le voir aboutir. Non seulement s'il avait été transigé, mais je sais pas, on dirait que le fan de chaos en moi aimerait bien ça, voir Connor Hellebuyck bouger. De toute façon, comme j'ai dit, je ne le vois malheureusement pas gagner une coupe avec les Jets de Winnipeg. Et ton boy, tu le sais si tu écoutes la chaîne depuis longtemps. Moi, je suis un gars de gardien. Les meilleurs gardiens, je veux les voir gagner des Coupes Stanley. J'aimerais beaucoup voir Connor Hellebuyck gagner une Coupe Stanley. Avec son heart l'an dernier, il challenge définitivement Andrei Vasilevski comme meilleur gardien de but de la génération. Et lui, il n'y a pas de Coupe Stanley. Jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas encore vaincu ses démons en série. Il l'a peut-être fait aux Olympiques. On n'aura pas la réponse tant qu'il ne fera pas un beau parcours en série. Parce que cette année, les Jets, ils n'ont pas fait les séries éliminatoires. Après ça, qui d'autre que j'aimerais voir bouger et où? Jason Robertson, s'il avait quitté les Stars de Dallas, j'aimerais le voir aboutir avec les Red Wings de Détroit. Pourquoi? Il y a deux raisons derrière ça. Et la première, c'est que avec le pied de nez qu'est en train de faire Dylan Larkin aux Red Wings, il y a une partie de moi qui aimerait beaucoup voir les Wings rentrer en série l'an prochain. En fait, le meilleur des scénarios qui n'arrivera pas, j'aimerais donc bien ça, voir Dylan Larkin quitter les Red Wings de Détroit, pas faire les séries et voir les Red Wings, eux, les faire. Imaginez un instant. Après ça, s'il y avait à aller à Dallas dans une transaction Jason Robertson, je veux dire, ça prendrait vraiment une catastrophe complète pour que les Stars de Dallas ratent les séries l'an prochain. Là, ça n'arrivera pas. Mais je trouve que Jason Robertson à Détroit, ça serait le fun à voir. La seule chose que je peux voir être un problème, c'est que surtout si Dylan Larkin, c'était pas voulu, mais c'est très drôle. Dylan Larkin. Je pense que je vais l'appeler de même à cette heure. Dylan Larquit! L'affaire, c'est que les Red Wings de Détroit, un de leurs gros problèmes, c'est un peu le problème du Canadien pré-Nick Suzuki, c'est-à-dire que Dylan Larkin est leur centre numéro 1. Si tu es une équipe qui aspire à quoi que ce soit, à moins d'être vraiment là, loadé en défense, devant le filet ou sur les ailes, ça peut pas être Dylan Larkin ton centre numéro 1. Et là, si tu fais une transaction dans laquelle tu vas pas chercher au moins un bon joueur de centre pour Dylan Larkin, es-tu vraiment plus avancé? Si tu vas chercher Jason Robertson et que tu n'as plus vraiment un vrai bon joueur de centre numéro 1 pour l'alimenter, ça peut être problématique. Par contre, on a l'argent du côté de Détroit et je peux définitivement voir ça arriver. Jason Robertson avec les Wings, faudrait que ça vienne avec au moins une autre transaction.
au poste de centre. Est-ce que Steve Yzerman est capable de faire ça? Les mauvaises langues diront que Stevie Y, le Yzer Plan, jusqu'ici, ça ne fonctionne pas du tout et que non, il ne sera pas capable de faire ça. La prochaine transaction que j'aimerais voir, celle-là, malheureusement, je dois commencer en disant que je ne pense pas qu'elle va arriver cet été parce que c'est Austin Matthews aux Kings de Los Angeles. Il y a quelques semaines, j'ai envie de dire, pendant les séries éliminatoires, j'ai fait un épisode dans lequel je disais que pour moi, si Austin Matthews devait quitter les Leafs de Toronto, l'endroit le plus plausible, c'est l'Utah. C'est le mammouth de l'Utah que je vois faire l'acquisition d'Austin Matthews. Lui, sur le plan personnel, je le vois définitivement aboutir avec les Kings. Mais si c'est une transaction, une équipe qui a les moyens de payer le prix que ça coûte pour Austin Matthews, c'est le mammouth de l'Utah que je vois réussir la transaction. Mais où j'aimerais le voir aboutir, c'est les Kings de Los Angeles. Pourquoi? 2 raisons. La première, c'est que un duo Austin Matthews, Artemi Panarin, c'est quelque chose que je trouverais sensationnel à voir. Je pense que Matthews, dans un marché comme LA, avec un nouvel entraîneur-chef en Peter Laviolette qui va peut-être pas autant vouloir jouer le style défensif qu'on connaît des Kings depuis plusieurs années. Je pense que ce serait un bon endroit pour Matthews. Et surtout, pouvez-vous imaginer un duo de centre, Austin Matthews, Quinton Byfield? Le problème, c'est que j'ai vraiment l'impression que s'il y avait une transaction Austin Matthews qui l'enverrait avec les Kings de Los Angeles, il me semble que Quinton Byfield devrait être dans la transaction. Donc là, ça, c'est peut-être un petit peu moins réaliste. Que sera Austin Matthews pour la suite de sa carrière? Il a 28 ans. Des buteurs comme lui, il a quand même 2 saisons de 60 buts à son actif. Souvent, dans trentaine, les buts commencent à diminuer. Il n'y a pas mal rien qu'Alexander Ovechkin qui a continué à faire flèche de tout bois en tant que buteur. Ça ne veut pas dire que Matthews ne peut pas devenir un joueur de centre qui marque peut-être moins de buts, mais qui est plus complet, meilleur sur 200 pieds. C'est déjà un excellent joueur de centre sur 200 pieds, Austin Matthews. Non, c'est pas le plus physique. Oui, certains d'entre vous trouvent qu'il est frêle ou du moins qu'il est soft en série. Ça reste que c'est un gros joueur de centre avec une équipe comme les Kings. Est-ce que ça pourrait fonctionner? Moi, je crois que oui. Il reste 2 saisons au contrat d'Austin Matthews à 13,25. Bien sûr, s'il quitte Toronto, c'est parce que lui voudra quitter. Et je suis convaincu que Austin Matthews, ça va faire, dans le pire des scénarios pour Toronto, quelque chose de similaire à Quinn Hughes avec Vancouver la saison qui vient de se terminer, c'est-à-dire il va débuter l'année, puis si le caca touche le ventilateur très rapidement à Toronto, là, il va être transigé. Mais s'il a quitté Toronto, Austin Matthews, j'aimerais le voir aboutir avec les Kings. Le prochain est un premier agent libre sans restriction. Donc, ce n'est pas une transaction, mais vraiment où je voudrais voir cet agent libre signé. Et c'est Alex Tuch que j'aimerais voir avec les Flyers de Philadelphie. Puis, c'est-tu moi ou Alex Tuch? Il y a vraiment Flyers de Philadelphie dans son ADN. On dirait vraiment que ce gars-là, là, je l'imagine déjà avec le gros chandail orange des Flyers. Un gros power forward, il me semble que ça fit tellement dans l'ADN des Flyers. Avec Rick Tocchet également, ça me semble son style de joueur. Et surtout, les Flyers ont de l'argent à dépenser. Je pense que pour Alex Tuch, la clé pour un gars à ce stade-ci de sa carrière, qui vient d'avoir 30 ans, qui veut signer son gros contrat, parce que vous le voyez présentement à l'écran, il ne faisait que 4,75 millions de dollars. Il veut toucher les bidous, même s'il a mangé son pain noir avec les Sabres pendant quelques années, et maintenant le Buffalo arrive à un moment intéressant pour lui. Il veut toucher les bidous. Puis pour être bien honnête, je respecte ça. Je veux dire, tu peux-tu vraiment en vouloir à un gars? Moi, je pense que non. Et donc, la clé pour lui, qui peut lui offrir l'argent qu'il veut tout en n'ayant pas dans un club de fond de cave? Je pense que c'est une équipe comme Philadelphie, une jeune formation qui a un petit peu overachieve, si vous me passez l'anglicisme, cette année, surpasser les attentes et qui peut répéter les choses. La division métropolitaine n'est pas nécessairement la division la plus compétitive dans la Ligue nationale de hockey. C'est pas l'Atlantique où ça s'entretue, c'est pas la centrale où le sommet est pratiquement inatteignable avec les Stars et l'Avalanche du Colorado et probablement le Wild encore au moins pour un an. Je pense que les Flyers, une jeune formation qui veut continuer son ascension, mais qui a beaucoup d'argent à dépenser, va être très intéressé à un gars comme Alex Tuch. Après ça, par contre, malheureusement pour lui, les Flyers, rien n'est garanti. Absolument rien n'est garanti. Ça ne veut pas dire qu'à partir de ce moment-ci, on va faire les séries pour les 8 prochaines années. Mais je pense que d'aller chercher un gars qui est encore un gars de 30 buts à ce stade-ci de sa carrière, un énorme ailier, qui malheureusement, oui, a déçu en séries éliminatoires, c'est tout à fait dans les cordes pour Alex Tuch. Donc, les 4 premiers mouvements de personnel que j'aimerais beaucoup voir cet été, c'est Connor Hellebuyck avec les Oilers d'Edmonton, Jason Robertson avec les Red Wings de Détroit, Austin Matthews avec les Kings de Los Angeles et Alex Tuch avec
les Flyers de Philadelphie. Tout juste avant de poursuivre, salutations à toi, aventurier de l'Internet. La finale de la Coupe Stanley est terminée et on va bientôt avoir nos premières transactions de l'été. Et tu veux être sûr de ne rien manquer? T'es au bon endroit. Abonne-toi. Ton boy va publier du contenu à tous les jours pour être sûr que tu aies toutes tes bonnes informations sur ce qui s'en vient dans la Ligue nationale de hockey. Et en 0,5 secondes et absolument gratuitement, tu aides ton boy à atteindre son objectif des 35 000 abonnés cette année. C'est fait? OK, des bonnes choses vont arriver à toi et ton équipe préférée. Le prochain joueur est un autre agent libre sans restriction, c'est John Carlson, que j'aimerais bien voir rester dans le sud de la Californie, mais de passer des Ducks aux Kings. Je le disais, avec l'arrivée de Peter Laviolette, je pense que les Kings vont adopter un style de jeu un peu plus offensif. Et surtout, LA, un de leurs problèmes, ça a été l'avantage numérique. Malheureusement, Brent Clark, jusqu'ici, ne livre pas la marchandise comme corps arrière. Ou du moins, il ne devient pas le joueur qu'on a peut-être pensé qu'il allait devenir. Ça ne veut pas dire qu'il ne deviendra pas. Mais John Carlson, peut-être même quitte à lui être son mentor ou lui montrer comment atteindre son plein potentiel, ça peut définitivement être quelque chose d'intéressant. Et c'est que les Kings, j'en ai souvent parlé, j'ai absolument aucune idée c'est quoi leur objectif, mais la signature d'Artemi Panarin, moi, ça m'envoie le message que on va pas rebâtir, on va pas reset, on veut essayer. Malgré qu'on ne deviendra pas l'Avalanche du Colorado, ne deviendra pas les Stars de Dallas, on veut continuer d'essayer d'être une formation qui se rend loin en série. Et l'acquisition d'un vétéran comme John Carlson, ça peut définitivement être intéressant. Oui, c'est un droitier. Drew Doughty devrait être encore là l'an prochain. Ça t'empêche pas d'avoir les deux. Je m'attends pas à ce qu'il fasse le montant qu'il faisait ces dernières années, donc 8 millions par année. Ça va coûter moins cher. C'est un bon vétéran pour essayer de garder les Kings là où ils sont dans l'association de l'Ouest, c'est-à-dire une formation de milieu de peloton. L'an passé, on a fait plein d'acquisitions de vétérans que j'avais pas aimés du tout. Je trouvais que les Yoel Armia de ce monde, les Cody Ceci, etc., c'est pas ce dont on avait besoin. Mais John Carlson, c'est encore un excellent joueur dans la Ligue nationale de hockey. T'as certains bons jeunes joueurs qui sont pas en train de devenir ce qu'on pensait qu'ils étaient. Je parlais de Brent Clark, Quinton Byfield non plus n'est pas encore devenu le joueur de centre qu'on attendait de lui. Là, avec Kopitar qui prend sa retraite, il n'y a plus le choix s'il reste là, Quinton Byfield, de devenir le joueur de centre qu'on veut qu'il soit. Il ne pourra plus se cacher et être un bon deuxième centre. Tu as besoin d'entourer ces gars-là. Tu as besoin de vétérans qui vont te permettre de rester une équipe de milieu de peloton. Dans la division Pacifique, tout peut t'arriver. Peut-être que quelques vétérans peuvent permettre à cette équipe des Kings de Los Angeles de non seulement demeurer dans le milieu de peloton, mais peut-être faire un beau parcours éliminatoire surprise dans les prochaines saisons. Le prochain joueur, et là je vous avoue que c'est purement pour le chaos et il y a un petit peu de lol là-dedans, si vous me passez l'expression. Darren Raddysh avec les Maple Leafs de Toronto. Pourquoi je dis ça? Darren Raddysh, c'est un candidat, c'est le candidat de l'année au contrat à regret. Pourquoi? Parce que peut-être que la saison qu'il vient d'avoir avec le Lightning de Tampa Bay ne sera pas un coup de chance, ne sera pas une anomalie dans sa carrière. Sauf que, d'un point de vue mathématique, statistiquement parlant, il y a quand même des bonnes chances que ce soit une anomalie dans sa carrière, la saison qu'il vient d'avoir. Le gars a 30 ans, il était encore sur un contrat de 975 000 $, il était encore pas dans la Ligue nationale à temps plein tout récemment, et soudainement, en raison de blessures du côté du Lightning, bang, il tombe premier corps arrière de l'avantage numérique, et ça marche! Mais à quel point il est bon comme ça, comme premier carrière de l'avantage numérique, où il bénéficiait d'un avantage numérique qui pouvait compter sur Nikita Kucherov, entre autres, c'est ce que j'ai hâte de voir. C'est ce que j'ai très hâte de voir pour Darren Raddysh. Je pense qu'il va faire sauter la banque. Et je ne vous cacherai pas, bien sûr, qu'en tant que fan de hockey montréalais, le voir faire sauter la banque à Toronto et que ça pète d'en face des Leafs, il y a un petit peu de cette envie-là en moi, que ce soit ça qui arrive pour Darren Raddysh. Donc, le voir signer avec les Leafs, c'est quelque chose, honnêtement, que je trouverais assez comique si ça avait à arriver. Il ne reste que 2 joueurs. Je vous l'ai dit, le dernier va en être un que je suis convaincu que c'est ce que beaucoup d'entre vous veulent voir. La quantité de commentaires que j'ai eu à cet effet-là est assez phénoménale. L'autre, juste avant, je le sais que plusieurs d'entre vous voulez le voir à Montréal. C'est Elias Pettersson. Moi, j'aimerais beaucoup voir Elias Pettersson aboutir avec les Flyers de Philadelphie.
encore une fois, ça risque pas d'arriver. Je veux dire, des retrouvailles avec Rick Tocchet. En même temps, c'était Rick Tocchet le coach quand il a eu sa saison complètement phénoménale d'au-dessus de 100 points avec les Canucks de Vancouver. À 11,6 millions par année, qui peut se permettre Elias Peterson? La version actuelle d'Elias Peterson, qui est plus un gars de 100 points, qui est même plus, en ce moment, depuis 2 ans, un vrai centre numéro 1, ce qui a été dans sa carrière. À un moment donné, c'était un borderline gars que tu pouvais te dire, peut-être qu'il pourrait être candidat au Hart une fois dans sa carrière, Elias Peterson. Et là, c'est plus ça du tout. C'est un gars qui fait 11,6 millions par année, qui a 7,5 comme deuxième centre, tu le prends, mais à ce prix-là, à 27 ans, qu'est-ce qui nous prouve qu'il va retrouver la forme qu'il a eue il y a quelques saisons? Ben, encore une fois, je reviens avec les Flyers parce que qui peut se permettre ça? Qui peut se permettre de prendre une chance avec Elias Peterson? Une jeune équipe qui a beaucoup d'espace sous le plafond salarial. Et c'est exactement là où les Flyers sont présentement. Est-ce qu'en le mettant avec un des jeunes joueurs des Flyers de Philadelphie en attaque, on est capable de redébarrer le potentiel offensif d'Elias Peterson? Y a-tu juste besoin d'un changement d'air? Je le sais pas. J'ai hésité entre les Flyers et les Red Wings de Détroit pour Elias Peterson. Pourquoi est-ce que j'ai abouti avec les Flyers de Philadelphie? Juste pour le lol de le voir réaboutir avec Rick Tocchet. Et soudainement, les Flyers, avec lui, Mishka, Trevor Zegras, c'est comme un petit peu le ça passe ou ça casse team. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant là-dedans. Je vais être bien honnête, ça va être extrêmement difficile. Extrêmement difficile pour les Canucks de Vancouver de bouger le contrat d'Elias Peterson en raison du nombre d'années restants. Il y en a d'entre vous qui veulent le voir à Montréal. Moi, je suis désolé. À ce prix-là, une rétention de salaire, ce serait extrêmement surprenant. N'eût été du contrat, j'aurais dit oui, bien sûr, à Elias Peterson. Je pense que comme deuxième centre, ça serait complètement phénoménal. Mais à 11,6 millions par année, non, merci. Parlant de transactions à laquelle je ne crois pas, mais que vous voulez voir, et que je comprends pourquoi vous voulez voir, parce que dans l'optique de la fantaisie, dans l'optique du fantasme, c'est vrai que, tel que plusieurs d'entre vous l'avaient écrit dans mon dernier épisode sur les ailiers en puissance que je veux voir aboutir à Montréal, c'est le candidat rêvé. Bien sûr que c'est Tom Wilson à Montréal. Sauf qu'avant de dire pourquoi Tom Wilson à Montréal, et de toute façon, je pense que j'ai même pas besoin de l'expliquer, pourquoi je ne crois pas que c'est possible, si vous êtes partisan du Canadien, bien sûr, parce que c'est pas tout le monde qui sont des partisans du Canadien, là, enlevez l'aspect partisan du Canadien un instant. Mettez-vous uniquement dans la peau des Capitals de Washington. Pourquoi tu échanges Tom Wilson? Et là, je le sais, en tant que partisan du Canadien, vous dites, il vient de rater les séries, au vif, ça se peut qu'il s'en aille dès cette année, ils vont vouloir reconstruire. Pourquoi ils voudraient décider de reconstruire là, alors qu'ils ont Wilson, Pierre-Luc Dubois, Dylan Strome, il y a le petit frère de Lane Hudson-Cole qui vient d'arriver. Pourquoi on n'essayerait pas une dernière fois, au moins, avec le noyau actuel? Les Capitals de Washington viennent de rater les séries éliminatoires avec plus de victoires que l'équipe qui a été finaliste. On a toutes les raisons de croire du côté de Washington, avec un Logan Thompson qui est un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale de hockey depuis 2 ans, qu'on a l'équipe pour continuer à rentrer en série. Et rendu là, comme disait Marc Bergevin, tout peut arriver. Il n'y a aucune raison, à mon humble avis, d'échanger Tom Wilson si t'es les Caps de Washington. Même qu'avec ta jeune équipe, c'est un des vétérans que tu vas vouloir avoir présent dans le vestiaire à montrer le chemin. Donc, je comprends que d'un point de vue Montréal, c'est la chose que vous voulez voir. Mais c'est important de se mettre dans l'optique des Capitals de Washington. À 6,54 millions de dollars, le Tom Wilson, c'est tout un contrat. Oui, il a 32 ans, mais lui, il a déjà une Coupe Stanley. Il n'est pas en mode d'en chasser une autre absolument. Les Caps, je suis convaincu. Puis regardez, je vais être bien content de me tromper parce que juste d'un point de vue Ligue nationale de hockey, effectivement, moi j'aime ça les mouvements de joueurs, puis je trouve ça le fun. Et au risque de me répéter, mais que tu veux Tom Wilson à Montréal, même à 32 ans, demain matin. Mais pourquoi les Capitals feraient ça? Et encore une fois, si vous dites qu'il faut qu'ils reconstruisent, il n'y a rien qui prouve que les Capitals de Washington doivent reconstruire absolument. Encore une fois, donc, comme je dis, je pense que ça s'explique de soi-même. Je n'ai pas besoin de dire grand-chose à ce sujet-là. Pourquoi Tom Wilson à Montréal? Je veux dire, c'est ton gros attaquant dont tu as besoin. Absolument. C'est un marqueur de 30 buts. C'est un gars qui va faire grossir tout le monde de 12 pouces et rendre les joueurs meilleurs autour de lui. Il est capable de compléter des jeux. Il n'y a rien qui ne fait pas sur la glace, ce gars-là. Je veux dire, c'est le Josh Anderson des riches.
Oui, il a 32 ans. Et je comprendrais plusieurs de dire non, ça ne fit pas. Mais je suis désolé, mais ça fit. Non seulement ça fit, mais c'est peut-être un gars qui, dès l'an prochain, amène le Canadien au prochain niveau. C'est un gars à l'aile sur le flanc gauche qui, moi, me ferait dire fais l'acquisition de Wilson, commence l'année avec Alex Newhook comme deuxième centre. Et si tu n'as pas eu à donner Michael H dans la transaction, ben, qui sait peut-être que Michael H arrive à la fin de sa saison universitaire l'an prochain, rentre et tout est possible rendu là. C'est le type d'attaquant qui, si c'est lui l'acquisition et il n'y a pas de centre qui vient avec cet été, que je peux être satisfait pour le Canadien. Mais malheureusement, encore une fois, en ce qui me concerne, je vois vraiment pas pourquoi les Capitals de Washington se départiraient de Tom Wilson. Mais il y a une chose qui est le fun dans la vie, c'est que rêver, c'est absolument gratis. Ça coûte rien. Qu'est-ce que tu penses des 8 joueurs que j'ai identifiés, des destinations où je veux les voir se rendre? Laisse-moi savoir en commentaire. Est-ce qu'il y a un des joueurs actuels que tu veux voir ailleurs? Est-ce qu'il y a d'autres joueurs dont il n'y a pas été question dans cet épisode-là et que tu aimerais voir aboutir quelque part? C'est un épisode où c'est permis de rêver. Laisse-moi savoir en commentaire. T'as apprécié ce que tu viens d'écouter et veux en écouter un autre? C'est juste ici. Et on se reparle lors du prochain. Ciao!